Chaque semaine, on fait une émission avec Bruno Lallemand. Bonjour Bruno. Bonjour Alexandre. Cette émission Spiritualité vivante parle de tout ce qui est chemin spirituel, l'éveil à la conscience, la prise de conscience. L'ego, on en a parlé d'ailleurs la semaine prochaine. Et cette semaine-là, on va parler tout simplement les pratiques d'accomplissement spirituel. Alléluia. Frère Bruno, qu'est-ce à dire que les pratiques? Je te dis, faut vraiment que tu fasses du théâtre. Mais je vais me lancer, j'adore ça. Oui, alors les pratiques d'accomplissement spirituel, il y a plein de choses qu'on voit. Il y a du bon, il y a du moins bon et il y a du franchement mauvais. Oui, parce que je crois que les gens oublient une chose, c'est que le but de la spiritualité, c'est de sortir de l'illusion, c'est pas de s'y enfermer encore un peu plus. Ouais. Et donc on assiste à vraiment des choses extraordinaires. Je me souviens d'un stage où j'avais fait avec c'était extraordinaire. J'entendais des pratiques. C'était un peu. D'ailleurs, ce Rinpoché chambrait souvent les Occidentaux. Il disait vous la pratique de la méditation, c'est c'est pas du tout ça. Et on sent effectivement, c'est vraiment ces grands maîtres. C'est vraiment des gens qui sont ancrés dans la réalité. Ils sont vraiment là. Ils sont pas ailleurs. Ils sont vraiment. Ils sont pas dans les sphères de la conscience. Je sais pas quoi. Donc on est vraiment dans une espèce de dupe. Et comme toutes ces pratiques, d'ailleurs aujourd'hui, quand on en parlait dans l'émission de la dernière fois, toutes ces pratiques technologiques, Ouais. ces technologies, on se met des trucs sur les yeux, sur les oreilles, et ça y est, on pense qu'on médite, on fait croire aux gens des trucs extraordinaires, l'harmonisation du cerveau par les sons, voilà. Mais allez un peu dans la nature, écoutez les oiseaux, vous serez complètement harmonisé. Il y a pas plus pur comme son que la nature. Je ne sais pas ce que les gens vont chercher dans ce genre de technologie, comme si, je dirais même à la limite, c'est dangereux parce qu'il y a un côté un peu mécanique. Il y a quelque chose, on respecte pas justement cette symphonie de l'esprit, en fait, où les choses s'ordonnent d'elles-mêmes naturellement. En fait, on impose quelque part au cerveau une certaine manière de fonctionner. Alors qu'on ne parle pas d'harmonie avec ce genre de technologie de la méditation, parce que ça n'existe pas. Ça, j'avais envie, puisqu'on parle des pratiques, il fallait quand même le signaler, parce que moi, j'ai régulièrement des gens qui viennent avec ça, et je leur dis, mais incroyable, incroyable. On n'est plus dans la nature. Ouais. Est-ce que justement, c'est pas quand même un outil d'initiation, tout en sachant que en fait, la méditation, c'est la centration sur toi-même, c'est au Parce fond de toi. on est dans quelque chose de mécanique. Donc, dès l'instant où c'est mécanique, on n'est plus dans la nature. La nature, d'ailleurs, on le voit, il suffit que les gens aillent un peu se promener dans la nature, si tant est qu'on la respecte. Les choses s'ordonnent d'elles-mêmes. Il y a une harmonie fondamentale qui est inhérente à la nature. Et c'est cette harmonie fondamentale qu'il s'agit de retrouver. Et cette harmonie, elle est en nous. Et quand on va tout simplement déjà dans la nature, si tant est qu'on est capable de l'écouter, de s'abandonner, je recommande aux gens, allez, mettez-vous en plein milieu d'un grand pré, comme ça, détendez-vous, laissez-vous aller, regardez les nuages, laissez-vous aller. Et là, l'harmonie va s'installer parce que vous allez entrer en résonance justement avec la nature, parce que vous êtes la nature. Et là, vous devenez la nature, vous retrouvez justement vos racines, vous retrouvez vos fondamentaux. Et vous n'avez pas besoin de ce genre d'appareillage épouvantable. Je me dis, c'est extraordinaire, mais ça fait vendre. C'est Ouais. juste, sincèrement, je vais être sévère, mais c'est purement de la vente. On s'en Mm. fiche, c'est parce que on vend quelque chose de facile. On vend quelque chose de facile. On dit aux gens, voilà, c'est facile. Mettez sur les oreilles. Non, la réalisation de soi, c'est pas facile. C'est simple, mais c'est Ouais. pas facile. C'est très très bien ce que tu dis là, parce que en effet, c'est pas facile. Il y a un effort à faire, et donc pour moi, ce que je vois, il y a deux voies. C'est soit tu prends une voie où en effet tu vas faire l'effort, et c'est peut-être pas évident de passer sur cette voie-là, ou prendre la voie où en effet tu mets les écouteurs sur les oreilles, tu écoutes la musique, hein, tu te laisses détendre, et puis il y a une voix qui te parle, hein, et puis en plus ça peut être machin. Il y a ces deux voies en fait. Ouais. Euh, Moi, je reviens sur l'histoire de l'incompatibilité des deux. Je suis peut-être pas aussi tranché que toi, dans le sens où je trouve que le fait d'écouter de la musique comme ça peut t'amener en fait à une centration, un regroupement versus
partir vraiment sur une méditation. Et pour moi, la vision dont j'en ai, c'est qu'il faut y avoir quand même une sacrée pratiquer, pour arriver justement à ce degré de méditation. Mais tomber dans l'excès, je vais juste finir, tomber dans l'excès d'écouter la musique et puis de croire que voilà, avec la musique ou avec les trucs phoniques, tout est beau, tout est réalisé, là je suis carrément pas d'accord. Oui, oui. Je vais te l'accorder. Je suis pas contre le fait d'écouter de la musique. Moi, j'adore écouter de la musique, mais je suis très attentif quand même aux auteurs parce qu'il faut pas oublier, c'est que l'auteur va induire ce qu'il transmet. Ouais. C'est-à-dire que si on a un musicien qui est complètement déprimé et qui est en train de jouer sa mélancolie, ça m'a pensé à l'adolescent, tu sais, avec le casque, ou alors qui écoute du hard rock pour stimuler sa violence ou je sais pas quoi. Donc là, effectivement, c'est autre chose. Ouais. C'est là où c'est très important. Mais c'est très très difficile. J'ai remarqué parce que bon, moi j'écoute, j'ai des musiques que j'aime beaucoup, mais je reste très très vigilant quant à la qualité de l'auteur et ce qu'il va transmettre à ce moment-là. Mais par contre, c'est vrai que ce qu'il y a aussi, c'est que parfois l'auteur peut être très inspiré, c'est-à-dire qu'il va être pendant un moment, on va dire, connecté. Et là, dans sa musique, il va transmettre quelque chose. Et tu sens la vibration, tout à fait. Voilà. Ce que ne peut pas faire justement, ce qu'on appelle les sons isochrones, ce genre de choses, parce qu'encore une fois, on a dans quelque chose de purement mécanique. Donc là, on peut bénéficier justement de l'inspiration d'un auteur. Et là, c'est tout à fait autre chose, et on le sent, parce qu'on se dit, tiens, il se passe vraiment quelque chose. Donc là, il y a une qualité particulière. Mais ça, bon voilà, c'était une petite parenthèse sur les pratiques, qui ne sont pas des pratiques spirituelles. Oui, oui, tout à fait. Mais ça, justement, juste pour que les personnes nous écoutent, c'est quoi les sons isochromiques? Isochrones c'est des sons qui se mettent à une certaine fréquence en fait, mais alors c'est là où je trouve qu'il y a un danger, c'est que en fait ces sons vont induire justement les ondes cérébrales. Parce que les gens, il faut bien l'expliquer. C'est que si une personne n'arrive pas à produire des ondes alpha ou voire theta, c'est pour des raisons parce qu'il y a des blocages. Elle se protège. Donc, induire un tel niveau, ça peut être extrêmement dangereux. Parce que on le dit très bien, tous les maîtres le disent, c'est que les ondes, c'est la conséquence de la pratique. Et quand on pratique d'ailleurs, quand on initie quelqu'un à la pratique, on lui dit bien, si les choses s'élèvent à la conscience, c'est très bien. Si elles ne s'élèvent pas, c'est très bien aussi. Il s'agit justement d'être dans cette attitude, comme disait souvent ce Rinpoche, dans cette attitude d'équanimité, c'est-à-dire d'attitude égale à l'égard de tout ce qui s'élève à la conscience. Alors que le son isochrone va nous imposer un certain mode de fonctionnement du cerveau qu'il n'a peut-être pas forcément envie de produire à ce moment-là et qui ne produit pas pour certainement de très bonnes raisons. Et là, on ne le respecte pas. Donc, je ne crois pas du tout à ce genre de choses purement mécaniques. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que ces auteurs ont le toupet d'appeler ça de la méditation. C'est extraordinaire. Donc ils ne savent rien en réalité de la méditation. Donc voilà. Alors c'est quand même. Alors donc, de ce côté-là, il y a un dupe. Donc on ne peut pas parler ici de pratique spirituelle. Je vais me faire des ennemis, je le sens. Non, mais c'est très correct, mais c'est intéressant de préciser par rapport à ça, parce que même si je suis intervenu par rapport à la musique, on est bien d'accord sur le fait que la méditation, c'est quelque chose de seul avec toi et toi seul. À l'intérieur de toi. Donc il n'y a pas même la musique, il n'y a pas de musique forcément à l'extérieur qui va t'amener dans un état de méditatif, mais c'est toi seul. Et comme tu le disais... en parlant entre nous, on se rend compte que la méditation, c'est une science et que ça ne se passe pas d'une certaine forme de rigueur que n'ont pas justement ces auteurs qui ont juste envie de vendre leurs produits, c'est tout. Qui se fichent des conséquences qu'il peut y avoir chez les personnes à qui ils transmettent ce genre de choses. Et là, encore une fois, on est dans la facilité, on est dans le truc facile qu'on se met sur les oreilles et qui, ça y est, on va l'impression que ça va transformer notre vie. Tant que, il faut savoir aussi, c'est que quand on a, il faut comprendre, avant de parler de pratique, il faut comprendre justement comment on fonctionne. On en a parlé tout à l'heure quand on parlait de l'ego. On est identifié, on a toute une histoire et on est identifié à des tas de fonctionnements mentaux, d'attitudes, ça peut être des peurs, etc. Bon, on va pas faire un cours de psychologie ici, il faut juste le comprendre. C'est-à-dire que tout ça, ce sont des empreintes qu'on a en nous auxquelles on est complètement identifié. Et ce qui se passe, moi je me souviens un jour, j'avais parlé de ça avec Shimon Rinpoche,
Je lui ai expliqué, parce que bon, je passais par un moment qui était particulièrement difficile, et je lui ai dit, moi, j'ai le sentiment que plus je pratique, ça ressemble à une espèce de cure de désintoxication. Ouais. Elle dit oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va passer par des manques. Parce qu'il faut comprendre, c'est que, pour reprendre, j'expliquais ça il y a pas très longtemps, d'ailleurs, c'était samedi soir, j'étais avec une personne, je lui expliquais ce que c'était, et je lui dis, mais quand on pratique, on n'est pas épargné par, on va dire, une certaine, je voudrais pas effrayer les gens, mais par certaines difficultés, certaines douleurs, dans le sens où, comment dire, imaginons qu'on veut arrêter de fumer. Et il va y avoir un passage douloureux, dans le sens où, comme on est très attaché à la cigarette, on va passer par un état de manque. On va être dans le manque, on va manquer, on va avoir besoin de cette cigarette. Elle va nous manquer. Et donc ça va provoquer, on va dire, une certaine douleur, on peut dire relative. Mais plus l'attachement à la cigarette est profond, plus il est important, plus le sevrage va être douloureux et difficile. Et ça, c'est facile à concevoir. Donc effectivement, on va passer par des manques, par des états de manque, etc. Jusqu'au jour où on va arriver à suffisamment se détacher, où là, on s'éloigne de plus en plus de la cigarette, qui n'a plus ce pouvoir attractif. Ouais. Donc on est capable très facilement, et même si quelqu'un, quand on est vraiment libéré de la cigarette, quelqu'un nous tend une cigarette, non, je ne fume plus, en fait je suis, même à la limite, on va affirmer, je suis non-fumeur. Ouais. Mais il y a ces étapes par lesquelles on passe. Et c'est justement parce que c'est douloureux et on voit à quel point, justement, on n'est pas libre, qu'on arrive vraiment à complètement se libérer. Eh bien, dans la pratique de la méditation, comme on est identifié, on est attaché, on parlait de l'attachement justement, Ouais. c'est ça, l'attachement. Et l'attachement, il ne peut pas être positif. Parce qu'il nous rend dépendants. Donc, par exemple, imaginons, on est dépendant affectif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans l'autre. On sent qu'on est, dès qu'on s'éloigne de l'autre, on est malheureux. On n'est plus soi-même. Et donc là, on peut dire qu'il y a une relation de dépendance à l'autre. Et le problème, c'est que plus on va se détacher de l'autre, on va être pendant un moment sans le voir, on va être dans la souffrance, dans l'angoisse. Et quand la personne accepte ce processus de libération, de détachement, elle va arriver, il va y avoir une étape où la douleur va atteindre son paroxysme, si elle arrive à l'accepter, et ensuite ça va redescendre. Et là, on entre justement dans le détachement, c'est-à-dire dans le processus de guérison. Là, on est en train de guérir une blessure. Là, on est vraiment en train de guérir. Et en même temps, il y a toute une démarche, alors ça on va en parler dans les pratiques spirituelles, il y a toute une démarche qui va consister justement à progressivement substituer ce besoin, cet attachement, à quelque chose de positif qui va nous aider justement à accueillir, à accepter cette nouvelle réalité. Et on ne dépend plus de l'autre, mais on peut justement, c'est là où l'amour n'est pas de l'attachement. Les gens ont du mal de confondre. Donc on a eu l'occasion d'en parler. Et ça, donc on renvoie les gens à l'émission. Donc, et tous nos processus mentaux, c'est-à-dire que tous nos attachements, c'est ça. Et donc la pratique de la méditation va avoir cet effet de purification en quelque sorte. Donc on va passer par des états parfois de détachement, de manque. On va se dire, moi je me souviens d'ailleurs, c'était très drôle parce qu'une personne, à force de pratiquer, elle me disait un jour, j'étais très surpris, il y avait des angoisses qui ont disparu et ça me manquait presque de ne plus les sentir. C'est tellement habitué à ça. Bon, après, elle s'est habituée à son contraire, parce que Ah oui, c'est sûr, oui. mais elle était assez surprise. Elle me s'est dit, c'est assez extraordinaire comment on s'habitue justement à nos propres processus mentaux. Ils meublent notre vie. Et quand ils disparaissent, on est très désorienté. C'est pour ça que, et là on peut comprendre, et les gens peuvent comprendre, que ça ne sert à rien de griller les étapes. On ne peut pas forcer. Donc c'est pour ça que toutes ces montées de Kundalini, de ce genre de choses, il faut être extrêmement vigilant parce que ça peut être très dangereux. Parce qu'on va trop vite. Il y a un processus de familiarisation qui fait qu'on arrive à se détacher, mais justement, on se détache dans la pleine conscience. On a conscience, on comprend mieux ce qui se passe, on voit le processus justement de construction, de déconstruction justement du mental. Par exemple, on va voir comment, en étant attentif par la pratique, on va voir comment se construit une peur et comment elle se déconstruit. Donc on va voir toutes ces étapes en nous-mêmes. Et donc là, on arrive de plus en plus à se libérer, à se détacher et arriver justement à cette liberté. Et quelle joie, quel bonheur, quelle ouverture. Là, on n'est plus du tout dans cet enfermement. Donc, Justement, ça, c'est des pratiques. Oui. Ouais, justement, quand tu parles de la méditation qui est une pratique, il y a d'autres pratiques, hein. Oui. Alors, il faut bien distinguer. Il y a ce qu'on pourrait appeler les pratiques absolues et les pratiques relatives. Les pratiques, on va parler d'abord des pratiques relatives. Les pratiques relatives, justement, elles s'adressent au mental conditionné. D'ailleurs, je pense à des pratiques comme la suggestion, qui souvent sont très très mal comprises, parce que quand je vois les auteurs ce qu'ils racontent, bon, c'est même pas seulement la méthode Coué, mais on voit des choses de la pensée positive,
penser positivement. Ça n'a rien à voir. Pour moi, la suggestion, c'est cet ami qu'on a de temps en temps qui vient nous mettre une tape dans le dos, allez, courage, fais-toi confiance, tu es capable d'y arriver. C'est-à-dire il nous redonne cette énergie dont on a besoin. Eh bien, en fait, la suggestion, c'est être son meilleur ami. C'est savoir se parler à soi. C'est ça. Et Dalai Lama le dit lui-même, il n'y a rien d'absurde que de se parler à soi. Et donc, c'est très salutaire et c'est très utile. Encore faut-il savoir se parler à soi. Et justement, c'est quoi se parler à soi, là? D'abord, c'est se parler justement sur le... il faut... Alors, je vais faire un court résumé d'un cours que je donne. Il faut d'abord prendre le temps de définir ce que l'on veut obtenir. Et se mettre au diapason, on va dire vibratoirement parlant, c'est-à-dire que même le ton de la voix, le ton avec lequel on va se parler. Parce que si on veut se redonner confiance, on va pas s'agresser. Allez, t'es capable, tu peux y arriver, etc. Si on se parle comme ça, ça va pas le faire. Anthony? Donc, voilà. Il faut qu'on arrive d'une certaine manière à devenir son meilleur ami et se parler sur le ton de quelqu'un qui a confiance en lui. Alors vous allez me dire, tu vas me dire, c'est un peu difficile. Si j'ai pas confiance en moi, comment je peux me parler sur le ton de la confiance en soi? Donc là, on est obligé d'utiliser le faire comme si. Ouais. Et pour ça, on regarde autour de soi des personnes qui ont confiance en eux, comment ils sont, etc. Et pendant un moment, justement, on imagine qu'on est ce personnage et qu'on se parle à soi. Et on va vraiment s'adresser à soi-même et de se dire, allez, Ono, c'est un moment difficile, c'est vrai, mais tu es capable, tu as des ressources, tu es capable de te libérer, fais-toi confiance, etc. Et là, ça va nous redonner du baume au cœur, ça va nous donner envie de repartir. Donc, il faut vraiment être capable d'être vraiment son ami. Et ça, l'autosuggestion, c'est vraiment, et c'est ce qu'on appelle une pratique relative. Ouais. Donc, on se fait du bien, et ça fait du bien à l'âme. Et puis, il y a plein d'autres pratiques. Là, par exemple, moi, je décris un peu le cycle 2 que je donne. Il y a une pratique qui s'appelle la relativisation des valeurs. Donc, on montre aux gens comment se construit la culpabilité et comment, justement, s'en libérer. Parce qu'on en a parlé, la culpabilité, c'est un véritable fléau qui nous empêche, d'une part, de reconnaître nos erreurs, mais qui est facteur de grande souffrance, de stress, d'angoisse, d'agressivité, etc. Et donc là, c'est très important d'arriver à se débarrasser de cette culpabilité. Comme disait un auteur, si vous vous sentez coupable, c'est très bien, mais débarrassez-vous-en. Voilà. Donc, eh bien, on va voir, il y a tout un exercice qui est basé là-dessus, qui va aider les gens à se déculpabiliser. Et quand on a de moins en moins de culpabilité, eh bien, on est beaucoup plus en mesure de reconnaître justement à la fois ses limites, ses carences, ses blessures, mais aussi ses erreurs, parce que des fois, on en fait des belles. Donc là, on acquiert de l'humilité aussi. Et donc là, il y a tout un exercice. Il y a un exercice pour renforcer la confiance en soi. Il y a un exercice pour renforcer la motivation aussi, parce que la motivation, c'est très important. C'est intéressant d'ailleurs de noter que le mot motivation, ça a la même racine que le mot moteur. C'est le moteur. C'est le moteur de l'action. Donc on va voir comment justement on peut renforcer justement sa motivation. C'est quelque chose qui est vraiment indispensable si on veut progresser dans l'existence. Et puis il y a les exercices comme l'équanimité des sentiments. On en a un petit peu parlé dans l'émission précédente, où on va apprendre à développer une attitude équanime à l'égard de tous les êtres. C'est-à-dire qu'en reconnaissant le droit au bonheur à tous les êtres, même à mon pire ennemi, indépendamment des sentiments que j'éprouve à son égard, qui me sont tout à fait personnels, mais au-delà de ça, cette personne, elle a le droit d'être heureuse aussi. Et ça va être aussi très déculpabilisant, mais ça va nous permettre de légitimer en même temps notre bonheur, puisque notre inconscient va pouvoir se faire la réflexion, puisque l'autre y a droit, moi aussi j'ai les droits. C'est ça. Donc voilà. Donc c'est très puissant, et c'est toutes ces pratiques des pratiques relatives qui vont en quelque sorte soigner notre ego, soigner notre mental et nous permettre d'avoir un ego sain. Il y a des pratiques d'acceptation de soi, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut utiliser et qui font partie justement du cycle 2 de la méthode. Mais il y a aussi justement dans le cycle 1, ça aussi c'est très important d'en parler, c'est là on va voir la base, comment acquérir cette stabilité grâce au développement de la concentration intérieure, puisque on peut voir, pour ceux qui c'est un fait d'observation, hein. On peut voir que notre conscience a malheureusement la fâcheuse habitude de s'identifier à nos pensées, qu'elle suit volontiers, et en fait, du coup, on devient littéralement nos pensées. Donc là, on va acquérir un certain détachement par rapport à la pensée, ce qui va nous permettre de ne plus laisser justement, de plus se laisser aussi facilement emporter par le jeu des pensées et des émotions. Parfois, comme on vient de le voir, ces pensées peuvent être chargées lourdement par des émotions, et bien là, on va ensuite aborder cette partie du deuxième cycle qui va permettre justement de nettoyer en quelque sorte ce mental. Ça fait partie de la formation que tu donnes, hein? Oui, tout à fait. La méthode.
Voilà, tout à fait. Donc ça, et ça permet aux gens justement d'être mieux, d'avoir des clés aussi, de plus subir leur vie. Moi, si je reçois des témoignages tous les jours, les gens me disent, mais ma vie s'est complètement transformée. Bon, des fois, je passe pour un sauveur, mais j'ai rien fait pour ça, c'est pas de ma faute. Hein. C'est pas de ma faute. Grâce à vous, moi, j'étais au bord du suicide, et grâce à vous, là, j'ai retrouvé une journée. C'est pas grâce à moi, c'est grâce à vos efforts, parce que vous avez. Ouais, c'est ça. C'est de ramener quand même que les efforts, c'est les personnes qui les portent, quoi. Oui, oui, non, mais si on a envie de se faire passer pour un gros, c'est facile, hein, mais moi, c'est pas mon truc, donc. Ça rejoint un petit peu l'émission d'avant là avec l'aspect égotique hein, où en fait on ramène tout à soi, tandis que là c'est le propre de la personne de faire son propre travail et son cheminement. Mais oui, parce que on est là pour aider les gens à se libérer, parce que et puis on est les premiers bénéficiaires, parce que quel bonheur de vivre dans un environnement sain où les gens sont heureux, ils sont bien, c'est agréable, on prend soin de la famille humaine. La famille humaine. Oui, nous sommes tous humains. Autre pratique. Alors, il y a les pratiques. Après, il y a beaucoup de pratiques, mais il y a, par exemple, quand on commence à aborder le sujet de la méditation, on va voir aussi, il y a une forme de ce qu'on pourrait appeler une forme de méditation analytique, donc qui passe volontairement par le mental. Donc, par exemple, on va méditer sur l'impermanence. D'accord. C'est là où tu te donnes en fait en début de méditation le thème sur lequel tu vas travailler. Non, pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut consacrer plusieurs jours, voire même plusieurs mois à l'unique pratique de la permanence, parce que on va toucher à de profondes subtilités. Les bouddhistes emploient une image que j'aime beaucoup, qui est très parlante. Ils disent la réalisation de soi, c'est comme l'extraction du minerai d'or. Au début, on y va avec les bulldozers, c'est très grossier, et puis au fur et à mesure, ça va s'affiner et à la fin, l'or va se trouver entre les mains de l'orfèvre qui va le sculpter très finement. C'est-à-dire, on touche à des subtilités. Et quand on commence à méditer, justement, par exemple, médite sur la permanence, moi je me rappelle la première fois où Shimedrezi Rinpoche m'avait parlé d'impermanence, il m'avait dit, parce que j'avais des migraines, il m'avait dit, médite sur l'impermanence. Je ne voyais pas de rapport sur le moment. Mais je savais même pas, c'est quoi l'impermanence, c'est quoi ce truc, c'était un peu bizarre. Donc je me suis documenté, je me suis renseigné, j'ai commencé à chercher, et j'ai commencé à comprendre ce que c'était que l'impermanence. Mais c'était juste une compréhension intellectuelle. Je comprenais qu'effectivement tout changeait, etc. Et il y a on va dire cette troisième étape, parce qu'il y a d'abord l'étape de l'écoute, l'étape de la compréhension et l'étape de la réalisation de soi. Ouais. Et la réalisation de soi, là on passe à une autre étape, c'est-à-dire qu'on quitte le mental pour réaliser que les choses sont impermanentes, que tout est impermanent. Et ça transforme tout. Comme dit Dalai Lama, c'est l'antidote à l'attachement. Ouais. Parce que dès l'instant où on prend conscience que tout est changement, tout est en perpétuelle transformation, je ne peux m'attacher à rien. Par exemple, justement, je vais donner un exemple concret et pratique, justement, de la méditation sur l'impermanence. C'est quand on maîtrise bien et profondément l'impermanence. Par exemple, l'angoisse qui va s'élever à la conscience, elle est impermanente. Mais si j'en ai seulement conscience intellectuellement, ça ne va pas me libérer. Mais si j'ai réalisé que ces phénomènes que je vis, même ces phénomènes mentaux, sont impermanents, cette angoisse que je suis en train de vivre, dans quelques minutes, elle ne sera plus. Donc pourquoi me batailler avec ? Donc ça va juste s'élever à la conscience et ça va disparaître parce qu'on va se rendre compte. C'est que comme on essaie de s'en débarrasser, on s'agrippe à l'angoisse, on se bagarre avec et on la fait exister encore plus. Pareil pour la colère, pareil pour tous ces processus mentaux. Donc ça va être extrêmement utile justement pour méditer correctement. Parce que ça va s'élever à la conscience, on ne s'y attache pas et on le laisse passer. Donc ça, c'est un point. Ensuite, il y a l'interdépendance. C'est qu'on réalise que tous les phénomènes sont interdépendants, n'existent pas par eux-mêmes, etc. Et donc là aussi, ça va nous aider dans la pratique. Idem pour la vacuité. La vacuité, c'est quoi ? C'est de réaliser que tous les phénomènes résultent d'un ensemble de causes et de conditions et qu'ils n'ont pas d'existence propre, d'existence en soi. Donc ça va nous aider à mieux accepter justement que nous ne sommes pas ce mental auquel nous nous identifions. Et donc ça va nous aider dans la pratique. Donc il y a une part analytique et il y a une part de réalisation justement de l'objet. On peut pratiquer aussi sur la compassion pour en avoir une connaissance approfondie, parce que souvent les gens ne savent pas ce que c'est que la compassion. Ouais. La compassion, c'est aider, mais moi ça me fait, je suis désolé pour les chrétiens, mais c'est malheureusement mal enseigné dans le christianisme, et c'est d'ailleurs parce qu'enseigné Christ, c'est que la compassion, c'est effectivement, c'est aider les autres, mais s'oublier. Alors que la compassion, c'est pour tous, et pour moi y compris. C'est ça, c'est ce qu'on avait fait lors d'une émission. Voilà, je dois prendre soin de moi pour pouvoir prendre soin des autres. C'est pas parce que j'incarne la vie aussi au même titre que les deux autres. Et pour reprendre justement l'enseignement chrétien,
on dit bien que nous sommes à l'image de Dieu. Donc Dieu est en chaque être, et donc Dieu est en moi aussi. Donc je dois prendre soin de moi aussi, au même titre que les autres. Et Christ disait bien, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous aime. C'est-à-dire avec cette attitude d'équanimité. Voilà. Et c'est rigolo parce que quand je te parle, tu es plongé dans le noir. Oui, c'est ça. Il y a le spot là vient de s'éteindre, donc voilà, je vais être un petit peu plus dans le noir. Voilà. Donc et, euh, et donc si les gens comprennent ça, c'est très important parce que ça va changer beaucoup de choses. Et après, il y a ce qu'on appelle les pratiques absolues, et ça c'est la méditation. La méditation, c'est-à-dire qu'on ne se fixe plus sur un objet particulier de méditation, on est juste attentif. On est dans l'attention pure. Et l'attention va nous permettre de réaliser la véritable nature des phénomènes, c'est-à-dire qu'on va voir par soi-même. On réalise par soi-même. Si les gens comprennent ça, ils ont tout compris. Il n'y a plus qu'à pratiquer après. Pratiquer. Ah oui, voilà. Donc voilà, c'est fini. À la semaine prochaine. Bon, ben voilà, donc 25 minutes, les amis. On va revenir quand même sur la pratique absolue. Reviens sur ça, c'est-à-dire c'est pratiquer. C'est juste limité à ça? C'est la pratique, dans le bouddhisme, on appelle ça la pratique du dzogchen, la pratique de l'attention. C'est-à-dire qu'on ne pratique pas à un moment donné, on pratique en permanence. C'est-à-dire que tout est support de méditation. C'est-à-dire que je suis en train de faire la vaisselle, c'est l'occasion justement d'être attentif. C'est ça. Je suis en train de, je sais pas, même de travailler. À la limite, Ouais, justement, j'allais venir là. Je suis en train de travailler, je suis en train de parler avec quelqu'un. Tu peux pratiquer? Voilà, je suis dans l'attention. Donc, par exemple, là où je pars, je suis totalement attentif à l'expérience, donc je la vis en pleine conscience. Donc, et ce qui fait que moi, j'en bénéficie autant peut-être que ceux qui m'écoutent. Enfin, peut-être qu'ils en bénéficient pas, je ne sais pas, parce que s'ils sont pas là, ils écoutent pas. Mais je trouve que c'est extraordinaire parce que c'est une expérience qui va être très riche. Et je disais il y a très longtemps un coach que j'adore, il est vraiment extraordinaire. Et je lui dis parce qu'il s'interrogeait sur ma façon de fonctionner, mais il me dit mais sincèrement tu ne prépares jamais rien. Je dis non, jamais, je ne sais pas. Je lui dis je me mets devant un public, je ressens l'atmosphère, le public, et je commence à enseigner. Et je dis mais c'est comme je laisse les choses émerger de moi. Je mets pas de barrière, je mets pas. Donc c'est comme si c'était pas moi qui enseignais, c'est-à-dire moi dans le sens de l'ego. Ouais. Donc je laisse cette intelligence profonde qui est en chacun de nous en fait s'exprimer tout simplement. Et donc je suis le premier à en bénéficier. Et des fois je me dis ah tiens c'est quand même intéressant ce que je suis en train de dire là. Ouais, on en a déjà beaucoup parlé hors antenne là justement. Donc c'est extraordinaire parce que c'est délicieux. Je suis le premier à en bénéficier. Donc c'est absolument fantastique. Donc quand on parle de pratique absolue, c'est que continuellement, en fait, il y a une petite partie de toi qui est en train de en mode méta, en train de t'observer et puis de s'apercevoir, tiens, c'est sympa ce que je viens de dire, j'apprends moi-même. Alors c'est pas une partie de nous, c'est vraiment l'être, c'est la conscience d'être qui est entièrement là et qui enveloppe tout. Et c'est amusant parce qu'on a l'impression, en fait, quelque part j'aime pas le terme d'omniscience, mais on a l'impression moi, en tout cas, quand je donne une conférence, j'ai l'impression d'envelopper toute la salle. Et c'est un sentiment absolument délicieux parce que je trouve ça vraiment extraordinaire. Alors je sais que la plupart des guides que j'ai rencontrés sont assez pudiques sur le sujet parce que, mais moi je trouve ça dommage justement de ne pas le faire partager parce que on vit vraiment des instants de grande félicité, de grand bonheur. C'est vraiment un régal. Moi quand je me trouve, enfin c'est un public où je commence à transmettre et à enseigner, j'ai l'impression d'être avec chaque personne qui est là dans l'assemblée, d'être presque même à la limite d'être assis à côté et en train de lui susurrer ce que je suis en train de lui dire. Je m'oublie complètement. Ouais. Et c'est un moment de pur plaisir. D'ailleurs, Sogyal Rinpoche disait la même chose, disait quand il entrait dans une salle, il disait Sogyal, il est resté au vestiaire, et c'est Rinpoche. C'est ça, c'était fait en fait de se fondre complètement en fait dans le tout. Voilà. Et la pratique, c'est ça aussi. C'est quand on agit, c'est quand on fait des choses, c'est que on est en pratique. Et plus on est dans l'attention, plus on est attentif. Quand je prends un chat dans mes bras, un de mes chats dans mes bras, je ressens le sentiment de l'envelopper. Et les gens me disent, mais c'est curieux le rapport que tu as avec les chats. Ils viennent vers toi, mais comme si ils t'attendaient depuis toujours. Il y a une espèce de
ils gravitent autour de toi, c'est assez amusant. Mais je fais rien de particulier, je suis juste ouvert. Et c'est vrai qu'il y a un rapport qui est vraiment délicieux. Et si les gens avaient conscience de ça, mais ça changerait tout. D'abord, ils se mettraient un peu plus à la pratique et ils verraient qu'ils ont des rapports nettement plus heureux et plus accomplis avec les autres. Et c'est un vrai bonheur parce que j'ai des relations avec mes proches, avec mes amis, qui sont vraiment des rapports très chaleureux et très, très amicaux, où on s'apprécie, on s'aime et on est capable de se prendre dans les bras, de se dire qu'on s'aime. Et je trouve ça délicieux, mais il y a souvent les gens se protègent, alors que là tout est ouvert et tout est un vrai régal. C'est un vrai régal, la vie devient délicieuse. Et c'est pour ça que ça me rappelle cette phrase je sais plus, il me semble que je leur en avais parlé dans une émission. C'était un disciple qui s'inquiétait et il demandait parce que là c'était un maître femme, et il était très inquiet, il disait, mais est-ce que après l'éveil, je vais continuer à aimer les gâteaux? Tu vas les aimer encore plus. C'est-à-dire que quand après on mange quelque chose, on le ressent, c'est amplifié, c'est extraordinaire. Donc tout ce qu'on vit est complètement amplifié. Et donc on savoure la vie. Et c'est pour ça qu'on a moins besoin, parce qu'on arrive à satiété. C'est comme quelqu'un qui arrive à se nourrir à satiété, il est comblé, il est rempli, donc il a moins besoin de manger. Eh bien c'est pareil, quand la vie nous comble, quand on est comblé par la vie, par cette ouverture que l'on a, parce que on perçoit, on reçoit constamment, les besoins diminuent considérablement. Et on n'a pas besoin de multiplier les expériences. C'est parce qu'on est dans le manque qu'on a besoin de s'attacher, on court après les expériences. Alors, moi, personnellement, les gens pensent que j'ai une vie très très simple. J'ai une vie vraiment très simple parce que je capte tout et je me comble, je me remplis. Et si je fais des choses, c'est parce que je veux apporter un service, mais j'ai pas de besoin, j'ai pas de. Le problème, tu vois, dans une culture, c'est ça, c'est que on se crée plein de besoins. Mais le problème, c'est que ces besoins nous emprisonnent. Et c'est pour ça que les bouddhistes disent que le désir est un obstacle au bonheur. Pas que c'est pas bien d'avoir des désirs, mais c'est qu'on a tellement de désirs, on veut satisfaire tous les désirs, c'est qu'après, en fait, ils nous emprisonnent. On devient prisonnier de nos désirs. On a des attentes par rapport aussi à ces désirs. En plus. Est-ce que c'est plus les désirs ou les attentes par rapport à ces désirs qui sont les plus emprisonnants? En réalité, c'est la vraie souffrance est liée à l'attachement, à la satisfaction du désir. Et c'est pour ça qu'on va éprouver de grandes souffrances si on ne peut pas satisfaire son désir. Les gens vont être très frustrés. Alors que si on arrive à le satisfaire, mais c'est tant mieux. Et surtout si on a fait tout ce qu'il fallait pour y arriver, eh bien, on se réjouit d'avoir réalisé son désir. Mais en même temps, c'est pareil. Par exemple, je vais désirer avoir une voiture, je vais désirer avoir une maison. C'est pour ça que je disais la dernière fois, c'était assez amusant quand ce gars Rinpoché parodiait la plupart des gens. Il disait, vous en Occident, vous faites des études jusqu'à 20, 30 ans, après vous rencontrez un homme ou une femme, vous achetez une grande maison, deux voitures, vous faites des enfants, puis vous arrivez à 40 ans, vous vous demandez comment vous allez vous en débarrasser. Ouais. Donc, et tout ça, c'est sur nos désirs. C'est qu'on désire tant des tas de choses, on désire parce qu'on pense que c'est les désirs qui va nous combler, qui va nous apporter le bonheur. Mais les bouddhistes disent, en fait, ils ont une image, je trouve ça extraordinaire, ils appellent ça, les gens qui ont plein de désirs, c'est les fantômes assoiffés. C'est-à-dire que plus ils essaient d'étancher leur soif, plus ils ont soif. Ouais. C'est-à-dire que le désir, c'est comment il s'appelle je sais plus le nom de ce bouddhiste. Enfin bref, qui disait que vouloir trouver le bonheur en satisfaisant ses désirs, c'est comme essayer d'étancher sa soif en buvant de l'eau salée. Ouais, ça aide pas. Hein. Ça aide pas. Pour ceux qui n'ont pas essayé de boire de l'eau salée, allez-y, gâtez-vous. Vous allez voir que c'est pas ça qui enlève la soif. Voilà, c'est la même chose. Alors, bien sûr, les gens qui m'entendent vont dire, oui, mais est-ce que j'ai pas le droit de satisfaire mes désirs? Mais bien sûr, faites-le. Ouais. Mais faites-le en pleine conscience. Et voyez bien qu'au bout d'un moment, bah voilà, vous êtes... on se rassasie de plus en plus avec peu au fil du temps. Oui. Je sais pas si ma phrase est claire là. Oui, et puis surtout, c'est qualitatif. Ouais. On cherche une qualité de relation. On cherche une qualité d'être, on cherche, en fait c'est pas qu'on la cherche, c'est que d'ailleurs on la vit. Ouais. On vit avec la méditation, on vit cette qualité particulière que même le vol d'un oiseau peut nous combler. La pousse d'une plante, le regard d'un enfant, tout ça va nous remplir. Ça amène un décalage par rapport à ton entourage aussi, parce que quand tu es en train de t'ébahir sur le vol
d'un oiseau, c'est genre le corbeau. On peut pas dire que ce soit l'animal le plus sympathique, mais bon, tu t'ébahis devant le vol du corbeau. T'es quand même sacrément en décalage avec les gens qui sont autour de toi. Oui, ou c'est peut-être eux qui sont en décalage. Voilà. Très bon retour. C'est ce que j'attendais. Merci Bruno. En effet, c'est eux qui sont en décalage par rapport à ce que tu vis parce que tu es dans une plénitude. Oui, parce qu'on est dans la plénitude, on est dans c'est ça la réalité. C'est pas les films qui passent à la télé, c'est pas tout ce bruit qu'on crée, tout ça, c'est un artifice pour masquer nos angoisses. Tu vois, j'ai un ami, il est incroyable, que de temps en temps je vais chez lui, le matin il lui faut la musique, il prend sa douche, il met de la musique, puis de la musique bruyante qu'on entend en plus à peine parce qu'il le passe sur son téléphone, donc il n'y a même pas d'harmonie. Ouais, le son est pourri, ouais. Il est terriblement angoissé, donc forcément il a besoin de... Voilà, il veut du bruit, il fait beaucoup de bruit autour de lui, donc pour lui c'est insupportable. Et je me dis, mais c'est extraordinaire. J'ai pas besoin de tout ça. J'ai pas besoin de m'encombrer de tout ça. Donc et en plus, ça nous rend beaucoup plus riches. Parce que moins on a de désir, moins on a de besoin. Donc on a moins besoin de dépenser. Ouais, mais là, justement, on parle de moins dépenser. Je rebondis là-dessus. C'est qu'au final, après, tu arrives dans une situation où tu as besoin de rien. Tu profites simplement du simple air qui passe dans ta bouche, ou juste du regard, en effet. Donc tu te détaches de tout ça. Si t'es heureux, qu'est-ce que tu veux plus? Bah, c'est ça. C'est qu'est-ce que cherchent les gens? Ça, c'est important d'avoir conscience de ça. C'est qu'est-ce que cherchent les gens à travers ce qu'ils réalisent. Quand ils veulent un bon boulot, l'idée derrière, c'est d'être heureux. Quand ils veulent avoir une bonne paye, voilà, c'est pouvoir se payer des choses qu'ils aiment, avec toujours derrière l'idée du bonheur. Je rencontre un homme, une femme, c'est quoi derrière? C'est l'idée du bonheur, etc. Mais si je peux avoir tout le bonheur du monde sans être obligé de m'encombrer de tout ça, quel bonheur, quelle joie. Et d'autant plus, encore une fois je le répète, mais c'est que nos relations deviennent délicieuses. On n'est plus du tout dans la même dimension, on n'est plus du tout dans le registre. Et là, on se dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Je me suis vraiment cassé la tête. Voilà, j'ai fait beaucoup d'histoires pour rien, quoi. C'est parce que tout était déjà là sous mes yeux, et tout était déjà là présent. C'était simplement en moi. Il y a rien d'autre à faire qu'à être là. Mais les gens, il y a besoin de saisir. C'est tellement habituel. C'est simple en réalité le bonheur. C'est la chose la plus simple au monde. Mais comme disait Deschimaru, c'est la simplicité et pas forcément la chose la plus facile à réaliser. Et il disait, quand il était avec des occidentaux, et surtout pour vous occidentaux, on fonctionne de la cafetière, on est très intellectuel. Ah oui. Il reste encore du temps, hein. Donc on va pouvoir un petit peu passer sur un mode pratico-pratique pour pratiquer l'accomplissement spirituel. Un monsieur, là, tu vois, cinquantaine ou quarantaine, il arrive et puis en effet, crise d'identité, puis en train d'avancer par rapport à tout ça. C'est quoi les conseils qu'on peut lui donner pour que justement il tombe pas dans des excès du style je me mets des casques avec de la musique, ISO machin truc, les gens qui parlent à droite à gauche, ça me lobotomise mon cerveau. Comment on peut le conseiller par rapport à ça pour dire ok, tu vas y arriver, mon pote. Mais bon, s'il a 50 ans, je vais lui dire, il était temps de vous y mettre. Hein. S'il a combien, tu dis? S'il a 50 ans. Ouais, je vais lui dire, il était temps de vous y mettre. Hein. Malheureusement, c'est vrai que les gens, malheureusement, les gens attendent souvent d'aller très mal, d'avoir vraiment de s'être bien esquinté pour se dire, bon, maintenant, il faut que je fasse quelque chose. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils viennent, ils nous déposent le paquet, bon, écoutez... est-ce que vous pouvez résoudre ça alors que qui ont foutu le bordel dans leur vie. Donc, et ils nous en veulent en plus si ça marche pas. Oui, c'est ça, oui, je connais. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà. Donc ça c'était une petite parenthèse que j'avais envie de donner parce que c'est légion. On le rencontre tellement souvent. C'est fantastique ce que les gens sont vraiment incroyables. Avec le seau, qui pose tout ça le sac et puis démerdez-vous, aidez-moi. Voilà, donc si vous m'entendez qu'un jour vous venez prendre des cours chez moi, je vous en supplie, je ne suis pas responsable de ce qui vous arrive. Vous avez un peu de main, mais là encore une fois, vous devez prendre la responsabilité de votre vie, et ça c'est très important. Je pense que effectivement, et ça c'est un point central dans la démarche, il faut vraiment responsabiliser les gens. Et pour revenir justement à ces pratiques, le casque et tout ça, on ne responsabilise pas les gens. Il faut que les gens prennent en main leur vie. Il n'y a pas de truc.
Ça n'existe pas. Il faut que les gens arrivent à sauter ça de la tête parce que on fait tellement de commerce autour de ça. Il n'y a pas de truc. Il y a des étapes qui sont inévitables. Et si les gens se rappellent d'une émission à laquelle justement où tu m'avais interviewé et où je disais c'est la fameuse histoire du moine qui va au Potala et qui passe la tête à travers les barreaux en bas, et puis qui a peur parce qu'il n'arrive plus à la ressortir. Et le vieux moine lui dit quand tu auras compris comment tu as mis ta tête, tu sauras comment la sortir. Et c'est pareil. Là, il faut que les gens comprennent que c'est ça. Il faut qu'ils réalisent comment ils créent justement les situations dans lesquelles ils se trouvent pour pouvoir justement non seulement éviter de les recréer, mais aussi pour pouvoir se libérer. Et ça, c'est justement la pratique. La pratique va leur apporter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose à faire, c'est acquérir plus de stabilité. Donc, d'apprendre à être beaucoup plus présent, beaucoup plus là. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la concentration intérieure. Les orientaux disent justement que la concentration intérieure, c'est la clé de voûte de tout l'édifice du psychisme humain, parce qu'effectivement, c'est la clé qui nous donne un accès à nos ressources subconscientes et inconscientes, un accès qu'on n'a pas en état vigile ordinaire. Donc là, la pratique va être très importante et très utile. C'est la base et c'est une base qu'on ne peut pas éviter. Ça sert à rien de pratiquer des techniques avancées comme la visualisation, l'imagerie mentale et d'autres pratiques si on n'a pas cette base stable. Concentration intérieure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu passes par de la méditation, c'est ça, pleine conscience? Alors c'est une forme de méditation, mais on va dire c'est une méditation où on va se servir du corps, on va se servir de certains processus mentaux, on va utiliser le souffle, on va utiliser différentes choses. Il faut vraiment, dans un premier temps, vraiment entraîner la conscience à rester là. Et au début, elle s'échappe, elle va dans tous les sens. Donc là, on va voir, par exemple, si je prends l'exemple du premier cycle que je transmets, on utilise le corps, mais d'une façon un peu particulière, pour obliger vraiment la personne, alors je vais pas décrire l'exercice ici, mais pour obliger justement la personne à développer une attention vraiment de plus en plus pointue, de plus en plus précise. Ce qui fait que au bout de quelques semaines de pratique, puisque le premier cycle dure 7 semaines, au bout de cette semaine, la personne arrive vraiment à un très bon niveau de concentration. Et ce qui lui permet ensuite d'aborder des techniques beaucoup plus avancées. Mais cette pratique est vraiment un incontournable, et je déplore malheureusement que justement beaucoup d'auteurs ou de coachs négligent justement cet aspect, parce que il faut qu'ils comprennent que tant que les gens ne voient pas, on aura beau leur donner toutes les techniques du monde, tant qu'ils ne voient pas comment ils fonctionnent, donc tant qu'ils n'ont pas ce détachement, qui ne peut s'obtenir justement que par le développement de la concentration intérieure, ils ne peuvent rien changer du tout. Rien ne change. Et ça, c'est cette pratique qui va faire que... Et après, ça devient délicieux parce que les gens disent « Ouais, j'ai pas le temps, ça va être contraignant », mais pas du tout, au contraire, parce que ça doit être une récréation. Ça doit être vécu comme un moment qu'on s'accorde à soi, un moment où on se fait plaisir. Il y a beaucoup de gens qui disent j'ai pas le temps, et qui prennent pas le temps justement. Oui, alors je leur réponds que s'ils n'ont pas le temps, s'ils prennent pas le temps, ils ne l'auront jamais. Donc c'est un alibi, c'est une excuse parce que ils trouvent du temps pour gâcher leur vie, donc ils doivent pouvoir trouver du temps. J'aime bien comment tu abordes ça. Oui, j'adore ça. Une autre étape justement pour avancer sur ce chemin de la pratique et de la spiritualité. Pardon, tu peux répéter? Une autre étape pour justement ces personnes là qui se sont réveillées un peu tardivement là de 50 ans, voire moins 40 ans, pour avancer justement sur ce chemin de la spiritualité pour pouvoir pratiquer. D'abord, il faut qu'ils s'amènent. Justement, on vient d'en parler. C'est le temps. Il faut qu'ils s'aménagent un temps. Alors, je leur dirais un truc, un petit secret dans mes cours. C'était quand j'étais avec un lama tibétain qui disait, moi j'ai adoré cette notion parce qu'il y a une notion de discipline. Et c'est souvent ce qui rebute la plupart des gens, c'est de se dire, mais parce que nous, la discipline qu'on nous a appris, c'est une discipline dure, où ça me fait penser à la discipline militaire, où il faut obéir, il faut s'imposer des choses par la contrainte. Alors que là, c'est tout le contraire. C'est justement, et ce moine disait, la discipline, c'est simplifier sa vie pour trouver l'espace nécessaire à la pratique. Quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, c'est extraordinaire. Voilà, et j'arrête pas de le répéter. Donc il y a cet aspect de discipline. Donc il faut se trouver un espace pour soi. Ça doit être vraiment un moment pour soi où on va pratiquer, on va se faire plaisir, on va s'occuper de soi. C'est pas se préoccuper de soi, c'est s'occuper de soi. Donc ça, c'est une attitude tout à fait saine. Et là, on va pouvoir vraiment aborder la pratique dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est le deuxième aspect de la pratique qui est vraiment fondamental. C'est prendre cet aspect, ce temps et s'occuper de soi. Oui, ce temps et s'occuper de soi et se faire du bien. Et puis après, on peut prolonger la pratique dans le quotidien. Alors au début, c'est très difficile de l'appliquer au quotidien, mais ce qu'on peut faire en tout cas, c'est
c'est de prendre des moments, comment dire, on est dans le bus, on n'a rien à faire dans une salle d'attente, et bien là, on peut utiliser les pratiques qui sont enseignées pour les appliquer, parce qu'on peut le faire à l'insu des autres. Bon, je pratique très souvent dans le train, quand je suis dans le train, j'ai un voyage à faire, et bien je pratique. C'est vraiment une opportunité, une occasion pour moi de vraiment pratiquer et de mettre en application ces techniques. Donc il faut essayer d'en faire le plus possible parce qu'il n'y a pas de. Je charrie souvent mes élèves en leur disant il n'y a pas d'overdose de pratique. Vous pouvez y aller. Donc plus vous pratiquez, plus vous aurez de bons résultats. Cette notion de pratiquer, on peut le pratiquer à tous les niveaux. Hein. C'est ce que tu disais. Ça peut être dans un train, mais tu peux le pratiquer aussi dans une réunion, typiquement. Oui. Alors là, ça demande un tout petit peu plus d'entraînement. Il vaut mieux d'abord bien s'entraîner. Si on a un mental assez vacillant, il vaut mieux s'entraîner d'abord à la maison dans des conditions privilégiées et après commencer à élargir. C'est-à-dire que, par exemple, faire des choses sur lesquelles on n'a pas besoin d'une attention particulière, comme par exemple quand on fait la vaisselle, quand on repasse son linge, quand on fait un truc un peu mécanique comme ça. Et bien là, c'est un peu plus facile justement de pratiquer justement cette attention. Donc ça va être très salutaire parce qu'on ramène sans arrêt la concentration, l'attention justement dans ce qu'on fait. Par exemple, se mettre tout entier dans ses mains. Bon, on fait du jardinage par exemple, et se mettre tout entier dans ce qu'on fait et de complètement s'abandonner. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire, des petites choses au quotidien et qui deviennent vite un jeu en fait. Ça devient amusant. Par exemple, on peut s'amuser le soir quand on s'endort, essayer de sentir la texture des draps sur notre corps, par exemple. Mais il faut faire ça par jeu. Il ne faut pas faire ça que ce soit obsessionnel. Ça passe par ces 5 sens en fait. Quand tu parles de sans ressentir la texture, ça c'est un exercice qui est très intéressant. Oui, on utilise vraiment là on peut utiliser tous les sens d'ailleurs, hein, le sens de la vue, essayer de développer aussi souvent, ça je le donne beaucoup dans mes cours, j'invite les gens à développer leur sens de l'observation, c'est-à-dire de regarder mais sans juger, sans dire c'est bien, c'est mal, etc. Ça c'est assez déstabilisant hein, d'observer quelque chose sans juger, rien que prendre un exercice sur la politique, de regarder un débat politique. Oui. Mais on apprend beaucoup de choses justement quand on arrête de juger. Parce que d'abord, je dis souvent, je ne veux pas blesser les gens, mais c'est très prétentieux le jugement. C'est-à-dire qu'on suppose qu'on sait. Alors qu'en réalité, on ne sait pas grand-chose. Nous sommes tous de grands ignorants. Et quand on est face à ce genre de choses, bon voilà, c'est comme ça me fait toujours penser aux joueurs de foot qui sont aux spectateurs dans les gradins qui sont en train de dire ce qu'il aurait dû faire, mais on voudrait bien les voir sur le terrain. Il vaut mieux se contenter d'observer et de se dire je sais pas et j'apprécie le spectacle. Parce que même des politiques, hein, c'est un spectacle. Oui, c'est ça, c'est un spectacle. Mais c'est intéressant comme exercice de le faire, hein, d'observer sans juger. Ça t'amène un détachement énorme. Ah oui, et puis on apprend. C'est surtout qu'on apprend. C'est que je dis souvent aux gens quand ils pratiquent, je leur dis mettez-vous dans l'état d'esprit d'un scientifique qui regarde une expérience pour la première fois. C'est-à-dire que c'est pas du tout ce que c'est. Ou c'est un peu le regard d'un enfant dans le fond. Et en observant, il va commencer à faire des liens entre les choses. Et là, de là découle la compréhension. De là découle. Et d'ailleurs, c'était un prêtre qui m'avait dit un jour, la compréhension découle de l'écoute et de l'observation. Et alors que les gens veulent d'abord comprendre avant d'écouter et d'observer. Et ce qui est impossible. Donc ils sont là, ils veulent comprendre, mais ils comprennent rien, quoi. Puisqu'ils n'écoutent pas, ils observent pas. C'est prendre du temps d'observer, parce que ça peut être long d'observer. Enfin, ça dépend comment tu fais l'approche. Si tu vas observer pour observer sans rien attendre en retour, ou si tu observes pour attendre quelque chose ou comprendre quelque chose. Si tu attends, tu n'es plus vraiment dans l'observation, puisque l'observation, c'est justement sans attente. Ouais. On n'attend pas quelque chose, on n'attend pas un résultat, on est vraiment dans l'attente. C'est comme si, je sais pas, imaginons qu'on est un extraterrestre et qu'on nous a demandé de venir observer ce qui se passait sur la Terre, mais sans juger, sans tirer de conclusion, juste on est des observateurs. Donc on est des observateurs neutres, on s'implique pas, on tente de regarder. Mais on va pouvoir apprendre énormément de choses. Et d'ailleurs, on va trouver que parfois, les hommes font des choses très bizarres. Ouais. Donc, voilà. Et c'est vrai que quand on observe, on va dire c'est quand même bizarre. Mais là justement, c'est pas un jugement quelque part, parce que quand tu dis c'est quand même bizarre, tu te bases sur ton vécu. Quand tu dis c'est bizarre, c'est toujours par rapport, c'est pas par rapport à la notion de bien et de mal. On peut trouver ça étrange. Hein, ça peut être un sentiment. Se dire c'est tout de même étrange parce qu'on peut voir justement des comportements un peu absurdes.
C'est que d'un côté, ils veulent une chose et ils font exactement le contraire. Ouais. Donc ça, on peut trouver ça bizarre quand même. C'est-à-dire parce qu'avant, on ne le voyait pas, on ne se rendait pas compte d'eux. Et c'est pour ça que l'observation est très intéressante. Et quand on commence à appliquer l'observation sur soi, on va se dire, mais c'est pas étonnant ce qui m'arrive. Vu comment je pense, ou comment j'agis, ou comment je fais, et souvent on n'en est pas conscient, ça échappe complètement à notre conscience. C'est l'exemple que je donnais la dernière fois, quand je m'étais amusé à enregistrer mes amis quand ils étaient venus à la maison, passer l'enregistrement après, et la personne ne s'entendait pas parler. Il s'est dit, c'est quand même pas moi qui parle comme ça. Il me dit, je suis très agressif. Et ben si, j'ai dit, c'est toi. Mais ça a déclenché une prise de conscience pour elle, ça a été extrêmement salutaire, parce que c'est dit, waouh, je ne m'en rendais pas compte. Donc ça a changé beaucoup de choses pour elle. Donc ça, l'observation, c'est très important, et c'est une grande base d'ailleurs. Hein. Et malheureusement, les gens n'observent pas, ils se fient uniquement à ce qu'ils croient savoir. Ouais, c'est ça, on est beaucoup sur un mode de croyance. Hein. Oui, malheureusement. Excès des pratiques. Pardon? Excès de pratiques. Non, pas. On peut pratiquer, il n'y a pas de problème. Non, je vais dans ce sens-là volontairement parce que il y a des pratiques, hein, comme on l'a dit au début, hein, qui sont synthétiques, hein, mais qui Alors, ils sont pas t'amènent. justement, parce que moi, je les entre pas dans la catégorie des pratiques. Une Ok. pratique doit éveiller l'attention, elle doit éveiller la conscience, et donc à ce moment-là, il n'y a pas d'excès de pratique. D'accord. Par contre, effectivement, on peut recourir à certaines pratiques, utiliser des mantras, des choses comme ça. Mais là, là, par contre, il faut faire extrêmement attention parce qu'on est dans une utilisation mécanique de la technique. Juste un petit peu de mantra pour calmer le mental, c'est très bien, mais passer des heures et des heures, si notre esprit n'est pas préparé, ça peut être extrêmement déstructurant. Ouais. C'est dans ce sens-là où je posais ma question. Excès de pratique, tu parles de mantra, par exemple. Oui, en effet, c'est un exemple qui est intéressant, où tu répètes sans arrêt, en fait, le même mantra, du coup. Est-ce que c'est pas excessif non plus? Ah bah si, ça peut l'être. Et puis ça dépend de la personne. Une personne dont le mental n'est pas préparé, qui se met du jour au lendemain à pratiquer des exercices de mantra alors que son esprit est vraiment pas préparé, elle va libérer des contenus de l'inconscient et ça va complètement la déstabiliser. Et ça, je l'ai vu d'ailleurs. Hein. Je me souviens même d'une personne qui utilisait des techniques respiratoires, parce que là aussi, on a affaire à quelque chose de mécanique. Donc, si c'est pas sous la surveillance de quelqu'un qui sait ce qu'il fait, ça peut être extrêmement dangereux. Parce que je me souviens d'une personne qui faisait du rebirth. C'était quelqu'un qui déjà à la base était relativement fragile. Donc elle a fait du rebirth. Donc, je sais pas si tu connais. Non, rebirth, c'est quoi? On utilise une respiration chaotique. Et on respire de plus en plus vite, Okay. de manière assez chaotique. Et ça déclenche parce que ça entraîne une saturation du mental Okay. et une suroxygénation du cerveau. Et puis ça va entraîner, c'est-à-dire que toutes les barrières sautent. Et d'un seul coup, il y a une libération justement des contenus de l'inconscient. Mais ça peut être très déstructurant. Et je me souviens qu'un jour, une personne était venue dans mon cabinet et on a eu un échange. Et puis au moment de partir, elle a voulu attraper la clenche, elle n'arrivait pas à l'attraper, elle n'arrivait pas à coordonner sa pensée et son Okay. geste. Ouf, Et je lui dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Elle me dit, c'est depuis que j'ai fait du reverse. Donc elle était complètement... donc ça déstructure, il faut faire très attention. On peut pas faire ça n'importe comment, avec n'importe qui. Ce sont des pratiques vraiment très aventureuses. Et d'ailleurs, chez Medrazi Rinpoche, que j'ai fréquenté, il nous disait d'ailleurs, c'est très bien ce que vous faites parce que vous avancez lentement. Il vaut mieux avancer lentement, moins sûrement, parce que vous construisez sur du solide. Les techniques expéditives pour accélérer le processus de réalisation, ça n'existe pas, parce que là, comment on va faire des dégâts? Alors après, il va falloir justement corriger les dégâts qu'on aura fait, parce qu'on a voulu aller trop vite. Ouais. C'est bien ça qui est important dans la pratique, hein. C'est une notion de prendre son temps, en fait. C'est ce que je ressens par rapport à ça. Il y a des tas de techniques, hein, pour avancer plus rapidement, pour en effet accéder à de l'éveil, enfin bref tout ça. Mais en fait, tu prends un chemin court, qui n'est pas avantageux quelque part. Au bout d'un certain temps, de toute façon, tu le payes comptant. Oui, tout à fait. Non, il n'y a pas de recette miracle, encore une fois. Une étape après l'autre. Et si les gens avaient conscience de ça, c'est qu'ils se rendraient compte que il y a un proverbe tibétain qui dit d'ailleurs celui qui va rapidement avance lentement, et celui qui va lentement avance rapidement. Mais c'est évident parce qu'on fait un pas après l'autre et on voit au fur et à mesure qu'on avance les erreurs éventuelles qu'on pourrait faire. Donc on peut les corriger avant même de les faire d'ailleurs. Et quand on est dans la précipitation, Ouais,
On les voit pas, et du coup, on fait beaucoup d'erreurs, on fait beaucoup de dégâts qu'on est obligé de corriger par ailleurs. Donc, alors heureusement, l'expérience est là pour nous apprendre. Si on n'est pas trop obtus, on peut tirer bénéfice de nos expériences passées, et puis en tirer leçon pour ne plus retomber dans le piège. Et mais c'est important, à condition d'avancer en pleine conscience, de regarder ce que l'on fait. Ça sert à rien d'aller vite. Vraiment, ça sert à rien. Ouais, surtout dans ce domaine-là. Surtout dans ce domaine-là. Et on est gagnant à tous les niveaux parce que j'ai envie de dire, moi, il y a des personnes qui me connaissent de près et sont je me dis, mais c'est assez incroyable parce que pendant un long moment, tu peux ne rien faire du tout. On va devoir te balader dans la nature. Tu vas t'asseoir, tu vas méditer, et puis d'un seul coup, tu te mets en route. Alors là, c'est comme si on pouvait plus t'arrêter. Un mélange d'idées, de création, de construction et tout ça. Mais parce que je me fie à cette intelligence qu'on porte tous en nous. On a une intelligence réellement profonde. Il faut juste se mettre dans les bonnes dispositions pour permettre à cette intelligence justement de se manifester. Et ça, c'est c'est les années pratiques aussi, bien sûr. Ouais, ça se fait pas comme ça. J'ai pas acquis cette facilité comme ça. Et ce qui fait qu'après, mais ça va tout seul. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette personne qui me posait des questions sur ma façon d'intervenir en conférence, où je lui disais, mais à la minute même avant de parler, je sais pas ce que je vais dire, parce que je laisse cette intelligence qui est en moi tout simplement s'exprimer. Je ne fais pas de barrière. Et comme malheureusement, on est souvent dans le contrôle, on a une idée de ce qu'on devrait dire, de ce qu'on ne devrait pas dire, etc. Alors que on sait ce qu'on a à dire, on sait ce qu'on doit dire. Il s'agit de faire confiance. Et là, c'est pareil. Et c'est tout ce qu'apporte d'ailleurs la pratique de la méditation. Si les gens avaient conscience de ça, ils pratiqueraient beaucoup plus et leur vie en serait révolutionnée. Mais la difficulté, c'est d'accepter de lâcher prise de ces vieux modes de fonctionnement. C'est ça, hein. Le lâcher prise, c'est quelque chose de très bloquant. Enfin, de libérateur, mais on libère des choses qui sont très bloquantes. On arrive complètement à la fin de cette émission, d'ailleurs, on a avancé un peu. Il reste quelques minutes, on n'aura pas le temps de donner des clés, mais de toute façon, je pense que tu en as déjà donné suffisamment. Si vous voulez voir, c'est à peu près à partir de la minute 35-40. Les amis, on arrive à la fin de cette émission. Bruno, merci. Merci Alexandre. De cette belle générosité. Et puis, si vous voulez voir, il y a plein de renseignements qui sont affichés d'ailleurs sur cette vidéo. Et puis, vous avez plein de liens pour voir justement la méthode à Bruno qui va vous permettre de faire des pas en conscience. Semaine prochaine.